octroyée, non pas une indépendance acquise de haute lutte. Est-ce que vous pensez que ce débat a lieu d'être? Je pense qu'aucune indépendance en tant que telle n'a été octroyée. Toutes les indépendances, quelles qu'elles soient, ont été le fruit d'une longue lutte de libération dont les aspects les plus saillants n'ont pas toujours été suffisamment visibles. Mais je crois que depuis l'époque où les pays africains ont eu le sentiment d'avoir perdu leur souveraineté, un processus lent mais systématique de résistance, de combat, de protestation, d'agitation, de dénonciation, de révolte, de rébellion, de grève, de mouvements sociaux, de contestation culturelle, spirituelle, morale, axiologique, politique, scientifique, économique, etc., s'est développé sous des formes diverses, selon des strates diverses, dans des milieux divers, selon des processus extrêmement complexes, qui en fin de compte ont constitué un faisceau d'apports successifs dont la somme a permis de porter le concept d'indépendance à un niveau de maturation tel que, en fin de compte, ça devenait une chose à laquelle on ne pouvait plus, qu'on ne pouvait plus différer. Le peuple africain, après la conquête coloniale, n'a jamais été un peuple soumis. Je vous donne l'exemple d'un pays tel que le Sénégal, où les Français sont arrivés en 1659 à Saint-Louis. Eh bien voilà une colonie où les populations étaient régies par les dispositions du Code civil français lorsqu'ils étaient citoyens, avec un régime municipal qui, depuis 1872, a eu pignon sur rue à Gorée et à Dakar, et à Saint-Louis, en 1880 à Rufisque, en 1887 à Dakar. Le reste de la population était soumis au régime de l'indigénat. C'est un régime qu'on n'avait vu nulle part, qui n'existait ni dans les pays anglophones, ni dans les pays lusophones, ni dans les pays hispanophones. C'était un cas typique au niveau du Sénégal, avec des Sénégalais qui étaient régis par le Code civil, qui étaient régis par les mêmes normes que des citoyens français et qui participaient à la vie française dans les mêmes conditions, pour ainsi dire. Eh bien, dans ce pays, pourtant, au lendemain de la conquête, en 1854, amorcée par Faidherbe, dans l'année qui s'est située entre 1850 et 1855, c'est 258 actes de belligérance qui ont été posés par les populations en l'espace d'une année, c'est-à-dire presque un acte de belligérance par jour. Jamais, il n'y a pas eu 15 jours qui se sont déroulés sans qu'il y ait eu soit une pétition, soit une protestation, soit une démarche, soit une délégation envoyée auprès des autorités, soit des lettres qui ont été écrites pour dénoncer ceci, soit des journaux qui se sont manifestés, soit des intellectuels qui ont pris position, soit des gens qui ont eu maille à partir avec l'administration. Jamais il n'y a eu une situation de pacification totale dans un pays où pourtant la France avait tout fait et avait donné aux ressortissants tous les avantages. Donc c'est-à-dire les Sénégalais colonisés, conquis en quelque sorte, dominés, ne se sont jamais résignés. Voilà, ils ont été dominés, ils n'ont jamais été conquis. Le primat sur lequel s'appuie la colonisation, c'est que c'est un processus d'occupation territoriale, de domination politique, d'exploitation économique et d'aliénation culturelle. Le fondement, c'est que l'homme blanc est supérieur. Comme il est supérieur, il est appelé à diriger. Et sa supériorité et son leadership ne doivent être contestés par personne. Si on conteste, on peut le faire dans le cadre de ce schéma-là, mais jamais en dehors de celui-ci. Or, eux, ils voulaient aller au-delà de ce schéma. Il y a donc ce phénomène extrêmement étrange. Évidemment, ce n'était pas le cas de tout le monde. Il y a aussi eu des collaborateurs, incontestablement, qui ont joué la carte de la collaboration avec le système. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans un pays qui avait tous les avantages requis pour pouvoir être considéré comme une colonie soumise, docile, consentante, acceptant sa situation, sans contentant et décidant de renoncer à toute forme de revendication, à toute forme d'action, il y a de tout temps eu une volonté de résistance qui s'est manifestée. Que ce soit sous la forme vestimentaire, que ce soit sous la forme alimentaire, que ce soit sous la forme de l'habitat, que ce soit sous la forme langagère. Il y a eu des gens qui ont été à l'école et qui, à un moment donné, ne voulaient plus parler la langue française. C'était le cas de Sidia Léon Diop. C'était le cas de Djérine Delocumba. Dès qu'ils sont entrés en déliquescence avec l'administration coloniale, ils ont rejeté l'habit occidental et ont dit « nous ne parlons plus français, nous allons parler nos langues nationales ». Ça veut dire que le colon n'a jamais réussi vraiment, et au Sénégal en particulier, puisque vous nous expliquez cela, à coloniser l'esprit, à coloniser les mentalités. Non, ils n'ont jamais pu coloniser les mentalités, parce que justement les chefs religieux s'étaient rendus compte que le plus fort n'est jamais fort tant qu'il n'a pas colonisé les mentalités. En effet, quand ils sont venus
Ils sont venus dans un contexte mondial marqué par une rupture totale dans les relations entre la France et l'Afrique en termes de rapports technologiques. Depuis 1794, on avait inventé le PSF. Dans les années qui ont suivi, on a inventé le chemin de fer en 1722 avec Stevenson. Dans les années qui ont suivi, on a modifié l'artillerie parce qu'on n'utilisait plus désormais les boulets pleins de l'époque du Moyen-Âge, mais une artillerie véritable. Ensuite, on a inventé le Morse en 1842, grâce à quoi les gens pouvaient communiquer à distance. La carte d'état-major a été inventée qui permettait de visualiser les aspérités du terrain et de compenser ce que le milieu colonial pouvait avoir comme insuffisance dans la connaissance du milieu par une cartographie qui donnait des indications suffisamment précises sur les terres des opérations. Ensuite, dans les années qui ont suivi, il y a eu, avec l'élaboration de la carte d'état-major, des avancées. L'hélice a été inventée, ainsi que la vapeur. Les bateaux ont commencé à avoir des capacités d'autonomie plus importantes. C'est avec la marine que la France a conquis l'Algérie, on l'oublie. Et c'est avec la marine que la France s'est dotée d'un régime aussi, d'un empire entre 1871 et 1914. Il y a eu ensuite l'invention du fusil Lebel, vers les années 1876, 1877, puis ensuite celle du fusil Moser, puis la mitrailleuse qui tirait 1200 coups à la minute, et enfin Nobel a inventé la dynamite. Donc le rapport des forces avait changé. On ne pouvait plus désormais combattre le système colonial par les armes. La témérité ne servait plus à rien, n'est-ce pas? Les tactiques militaires n'avaient plus d'importance. Désormais, le rapport de force était tel que, face à quelqu'un qui est posté dans un endroit déterminé, stratégique, avec une mitrailleuse qui tire 1200 coups à la minute, peut empêcher une armée de 5 à 10 000 hommes de franchir un cap. Alors, devant cette situation, ils ont inventé un autre système. Ne pouvant pas engager le rapport au niveau de la force, ils se sont dit, il faut donc s'installer dans les consciences, faire en sorte qu'ils ne gagnent pas les consciences. Celui qui n'a pas gagné les consciences n'a pas remporté la véritable victoire. Et c'est sous ce rapport-là qu'on a pu dire que la conscience était un pouvoir. Alors pourquoi en 1958, quand De Gaulle dit « voulez-vous rester ou alors partir », seul Sékou Touré dit non, le Sénégal dit oui. Est-ce que c'était une ruse, une tactique de Senghor? À la vérité, ce qui s'est passé en 1958, c'est que nous avons eu les élections truquées. Mais au Sénégal, en 1958, il y avait un puissant courant de pensée favorable à l'indépendance. Les jeunes du RJDA étaient favorables à l'indépendance, l'Assemblée de la jeunesse démocratique africaine. Ceux du Conseil de la jeunesse étaient favorables à l'indépendance. Nous avions organisé un congrès à Bamako, au cours duquel le mot d'ordre de l'indépendance avait été lancé. Du retour de Bamako jusqu'à Dakar, dans toutes les gares où nous sommes passés, le train s'est arrêté et les gens ont fait des meetings pour lancer le mot d'ordre de l'indépendance. La délégation sénégalaise a quitté le Sénégal pour aller participer à la conférence de Cotonou. Nous avons arrêté l'avion à Bamako. Nous les avons chambrés et nous leur avons dit qu'il fallait qu'ils optent pour l'indépendance. À cette époque-là, le Conseil de la jeunesse qui était né en 1951 et qui comprenait la Lyre africaine, qui comprenait le Progrès, qui comprenait la jeunesse rufisquoise, qui comprenait la jeunesse ouvrière catholique, qui comprenait l'Union culturelle chrétienne, qui comprenait également d'autres associations telles que la Lyre et tout ça, avait opté pour l'indépendance. Le RJDA, je l'ai déjà dit, l'UGETAN, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, a opté et regroupé toutes les centrales syndicales. L'Union des étudiants de Dakar, la même chose, avait opté pour le même mot d'ordre. Il y avait des partis politiques tels que les anciens membres du RDA qui avaient intégré le parti l'UPS et qui avaient formé le BPS avec lui étaient favorables à cela. Il y avait le Parti africain de l'indépendance en tant que tel. Le PRA qui avait quitté finalement la fusion avec le parti social, le BPS pour aller créer son parti à part. Toutes les couches. Unanimité de la classe politique et des élus. Alors Senghor a agi sur un certain nombre de notables qui ont fait des déclarations et sur une partie de la communauté de Dakar pour dire que ils étaient, à la vérité, le choix qu'ils faisaient était aussi un choix pour l'indépendance. Parce qu'ils entraient dans la communauté pour préparer l'indépendance. Et qu'au lieu d'adopter le principe d'une rupture systématique comme la Guinée, en votant oui, on votait aussi pour l'indépendance. Voilà pourquoi comment. Il a fait ça, Senghor? Mais parce que simplement, Senghor avait sa propre conception des choses. Je pense que Senghor était dans le dispositif français, n'est-ce pas, en Afrique, un atout de taille. C'était quelqu'un dont les sentiments pro-français étaient fondamentalement connus. Il était fondamentalement anticommuniste. Il ne souhaitait pas du tout que les forces progressistes d'obédience communiste puissent arriver au pouvoir au Sénégal.
Et il ne voulait pas non plus que la France aille dans le sens d'une voie indiquée par la Guinée, indiquée par le Mali, parce que le Sénégal ayant eu sur le plan historique un leadership incontesté en Afrique, c'était à lui de guider les autres, ce n'était pas aux autres de lui indiquer la voie à suivre. C'est la raison pour laquelle, même quand nous avons tenté de monter la fédération du Mali avec le Mali, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que le leadership du Sénégal était contesté. Ça n'a pas marché.